Salut tout le monde, je suis de retour de l'Appalachian Trail et j'ai décidé de vous présenter le contenu de mon sac à dos. Premièrement, le sac à dos en tant que tel. Un Osprey Exos 58 litres. Un excellent sac à dos, un sac à dos que j'ai adoré, mais j'ai quand même un petit regret par rapport au choix de mon sac, c'est de ne pas avoir pris la version 48 litres qui aurait été suffisante pour mes besoins. Après plus de 4000 km sur les sentiers, mon sac à dos souffre quand même de quelques petits signes d'usure. Rien qui m'a empêché de me servir de mon sac jusqu'au bout, mais il y a quelques petits trous, quelques coutures qui ont déchiré, une petite ganse qui a lâché. Mais je vais pouvoir me servir de l'excellente garantie d'Osprey, ce qui est un avantage de la compagnie, pour pouvoir me le faire réparer ou peut-être même me le faire remplacer. Sur mon sac à dos, j'ai décidé de ne pas me servir du compartiment du dessus pour sauver un peu de poids. Ça m'enlève un peu de fonctionnalité, mais je préférais sauver quelques grammes sur le poids de mon sac. Aussi, sur mon sac à dos, j'ai accroché quelques trucs sur mon sac à dos, dont un petit tag de l'Appalachian Trail. Ça, c'est quelque chose qu'il nous donne lorsqu'on enregistre la date de début de notre randonnée. J'ai également une petite mascotte accrochée à mon sac à dos, très sympathique. Et un accessoire que j'adore, ma clip pour mon appareil photo qui permet de le détacher rapidement, d'avoir accès rapidement à mon appareil photo. Un peu lourde, mais totalement essentielle parce que ça m'a permis de prendre beaucoup plus de photos en ayant mon appareil photo à portée de main en tout temps. Pour mes bâtons de marche, j'ai un modèle de Lecky. Une des choses que je recherchais sur mes bâtons, c'est d'avoir un mécanisme à levier que je trouve très solide. J'ai également choisi des bâtons en aluminium, un peu plus lourds que des bâtons en fibre de carbone, mais aussi plus solides. J'ai quand même eu une petite bad luck avec mes bâtons, ils ont cassé, mais les bâtons Lecky en aluminium, ils ont une excellente garantie à vie. Ça a pris à peu près une semaine, ils m'ont renvoyé la pièce qui était cassée, j'ai pu continuer ma randonnée. J'avais quand même pu faire une réparation sur le terrain, ça ne m'a pas empêché de monter ma tente, j'utilise mes bâtons pour monter ma tente. Ça ne m'a pas empêché de marcher avec mes bâtons pendant la semaine que j'attendais la pièce. Une dernière petite chose que je voulais mentionner par rapport au sac à dos, c'est que je protège le contenu de mon sac à dos à l'aide de grands sacs de plastique. On trouve ça à l'épicerie au Dollarama. On choisit les sacs de plastique les plus épais qu'on peut trouver. Ça protège le sac en cas de pluie. J'utilise pas de couvre-sac, donc un essentiel pour ma part. Mon kit de dos. Premièrement, mon sac de couchage. Je n'ai pas un sac de couchage de type traditionnel, j'ai un sac de couchage de type couette. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet que lorsque les nuits sont plus chaudes, d'ouvrir complètement le sac et de continuer d'être confortable. Si les nuits sont plus fraîches, on en referme le sac, on conserve notre chaleur. J'ai choisi une couette en plume pour la légèreté. J'ai choisi une couette qui va jusqu'à moins 10 degrés parce que j'aime pas ça avoir froid. Et comme j'aime pas ça avoir froid, ben dans cette couette-là, même si on dit qu'elle peut être bonne jusqu'à moins 10 degrés, je suis confortable jusqu'à peu près 0 degrés Celsius. Comme il peut y avoir des nuits un peu plus fraîches en haute altitude, en automne ou en début de saison, j'ai décidé d'ajouter également un liner en matériel synthétique et qui rend mon sac confortable jusqu'à peu près moins 5 degrés pour mon cas. Je suis capable de survivre plus bas, mais je dors très bien avec ça jusqu'à moins 5 degrés. Pour ma tente, j'ai choisi un modèle de Tarp Tent, petite compagnie basée à Seattle. Des tentes très légères, très solides, très durables. Ça a survécu tout le sentier, j'ai eu aucun problème avec mon modèle de tente. Par contre, c'est des tentes qui n'ont pas de double toit, il faut faire attention à la condensation. En dormant la porte ouverte, j'ai jamais eu de problème majeur avec ça, mais c'est une petite caractéristique qu'il faut apprendre à maîtriser. Piquet de tente, j'ai décidé de changer qu'est-ce qui venait avec ma tente pour des modèles un peu plus solides et un peu plus agressifs dans le sol. Il y a également des endroits qui ont des plateformes de bois et seulement avec des piquets de tente, c'est un peu difficile de monter son abri de façon efficace et solide. J'ai donc décidé d'acheter des petits crochets que je peux visser dans le bois et ça me fournit des ancrages très solides pour pouvoir monter ma tente. Pour protéger le plancher de ma tente, j'ai décidé de me découper une feuille de Tyvek, c'est le revêtement qu'on met autour des maisons, pour éviter que le plancher de ma tente se déchire sur les petites roches pointues. Et ça offre une protection supplémentaire contre la pluie. J'ai commencé le sentier avec un matelas gonflant, je l'ai terminé avec un matelas en mousse. Pourquoi avoir fait le changement? Certainement pas pour le confort, c'est beaucoup moins confortable lorsqu'on dort. Mais lorsque j'étais assis dans ma tente avec mon matelas gonflant, ma tête touchait au plafond. Avec le matelas en mousse, j'ai réussi à avoir quelques pouces de dégagement. Je bouge aussi beaucoup dans mon sommeil et le matelas gonflant avait tendance à glisser sur le plancher de ma tente. Des fois, je me réveillais avec le mur de ma tente dans ma face. Pas très agréable. Jamais eu ce problème-là avec le matelas en mousse.
Un autre avantage indéniable du matelas en mousse, indestructible. Je m'en suis servi comme siège. Je m'en suis servi pour faire des siestes rapides le midi. Je m'en suis servi pour faire mes étirements. Si j'avais continué un petit peu plus longtemps, par contre, j'aurais changé le matelas parce qu'il est devenu écrasé dans le milieu, un petit peu moins confortable. Mais il a quand même duré tout le long du sentier et c'est un produit que j'ai adoré. Les vêtements qu'il y a présentement sur la table, c'est pas de quoi qu'il y avait dans mon sac à dos, mais c'est bien ce que je portais lors de mes journées de randonnée. Premièrement, des culottes courtes. J'ai bien aimé ce modèle-là parce qu'il y a des poches, ce qui n'est pas le cas de toutes les culottes courtes. Pas de besoin de ceinture pour les porter. Et il y a un fond de costume de bain, donc j'ai pu me baigner quelques fois avec ces culottes courtes-là. Des boxeurs, réel spécial, matière synthétique, sèche très vite. Même chose pour le t-shirt, en matière synthétique. Pour les bas, j'ai opté pour la stratégie d'avoir une paire de sous-bas et une paire de bas de randonnée. La marque des bas de randonnée que j'ai présentement, c'est des Darn Tough, très bonne marque. J'ai bien aimé. Le combo de sous-bas et de bas m'a empêché d'avoir des ampoules, ça a marché. Donc j'ai continué dans cette stratégie-là. Pour ma tête, une calotte, très légère, matière synthétique, sèche très vite. Et j'ai aussi un buff avec le logo de l'Appalachian Trail. Je portais ça dans mon cou. S'il faisait plus froid, je le remontais. S'il faisait plus chaud, je le descendais. Des fois, je le portais pas quand il faisait vraiment chaud. J'ai également un petit collier avec le logo de l'Appalachian Trail et un petit outil que je me suis ajouté. En fait, c'est simplement un washer et ça me permet de l'utiliser comme tournevis pour enlever la plaque en dessous de mon appareil photo et aussi ajuster mes bâtons de marche. Ça m'a empêché, en fait, d'amener un autre outil beaucoup plus encombrant, très pratique, toujours à portée de main. J'ai ma montre. Un modèle de montre qui me permet de voir l'altitude, ça a été très pratique, j'ai bien aimé. Et pour mes souliers, j'ai choisi des Trail Runner. Pourquoi des Trail Runner comparativement à des bottes? Parce que c'est beaucoup plus léger et ça sèche beaucoup plus rapidement. Et avoir des pieds au sec, c'est très important pour éviter les ampoules. J'ai été avec la marque Altra. Pourquoi la marque Altra? Parce qu'ils font des souliers très larges. J'ai les pieds larges et c'était un des seuls modèles que j'étais confortable à l'intérieur des souliers, donc j'ai été pour la marque Altra. Par contre, petit défaut de la marque, pas très durable. Après 450 à 500 000, je changeais de paire de souliers. Donc j'ai passé cet été 5 paires de souliers. Ça a été un peu coûteux en souliers, mais j'ai pas regretté mon choix parce que j'ai été très confortable. Vêtements de pluie, manteau de pluie, pantalon de pluie. Pas de marque en particulier, j'y vais en magasin avec ce qui est abordable et léger. Souvent, dépenser plus, ça rend pas le produit plus efficace. J'aime mieux économiser de l'argent. J'ai aussi ajouté à mon kit des gants de vaisselle. Pourquoi des gants de vaisselle? Parce que quand la pluie est froide, j'ai tendance à geler des mains. Et les gants de vaisselle me permettent de conserver ma chaleur. Je l'ai testé juste une fois, ça a marché, mais je peux pas confirmer que c'est le meilleur produit pour régler ce problème-là. J'ai aussi dans mon kit de vêtements de pluie un poncho. Ça peut sembler un peu extrême d'avoir le manteau de pluie, les pantalons de pluie, puis un poncho, mais le poncho est vraiment l'élément le plus efficace lorsqu'il y a des grosses pluies, parce que les vêtements hyper respirants finissent toujours par traverser. Un poncho, c'est une toile de plastique 100% imperméable. Et en plus, vu que c'est super grand, il y a quand même de la circulation d'air. Ça a été une petite découverte durant mon périple. J'ai vraiment aimé porter un poncho. En plus, je le porte par-dessus mon sac, ça protège la pluie de mon sac. Lorsqu'il y a des grosses pluies, c'était vraiment le plus efficace. Par contre, en haut d'une montagne, quand il y a du vent, ça sert pratiquement à rien. Autre utilité des vêtements de pluie, lorsqu'il fait plus froid, ça permet de conserver notre chaleur, ça permet de couper le vent. Donc, c'est une pleure de plus qu'on peut mettre pour garder notre chaleur. Pour mon linge chaud, tout d'abord, j'ai un polar. J'ai choisi un produit quand même assez mince parce que j'ai également un manteau isolé. Mon manteau isolé, je l'ai choisi en synthétique parce que j'avais peur qu'avec la plume, il deviendrait mouillé, il ne deviendrait pas efficace et que j'aurais froid. Mon manteau synthétique a une double fonction aussi. Je m'en sers comme oreiller durant la nuit, donc même si je l'ai traîné pendant tout l'été, que je m'en suis pas vraiment servi pendant plusieurs mois, je m'en suis quand même servi à tous les jours comme oreiller. Pour le bas de mon corps, vu que j'ai des culottes courtes, j'ai décidé de dédier une paire de sous-vêtements longs pour la marche durant la journée s'il faisait plus froid. J'ai également une tuque, des petits gants magiques et j'ai aussi une paire de mitaines en polar. C'est un peu exagéré d'avoir des petits gants et une paire de mitaines, mais j'ai tendance à geler facilement les mains et même si je ne m'en suis pas servi souvent,
Quand je les ai eus, j'étais très content de les avoir. Et maintenant, le reste de mon linge que je gardais dans ce sac étanche avec le linge chaud que j'utilisais pas également. Tout d'abord, j'ai une paire de bas et des sous-vêtements longs que je me servais comme pyjama la nuit. En fait, ça, c'est un kit que je gardais sec en tout temps pour avoir une nuit et un sommeil très confortable. Ensuite, une paire de boxeurs que je gardais propre. Comme ça, quand j'arrive en ville, je fais mon lavage, j'ai de quoi à me mettre sur le dos pendant que mon lavage se fait. Une paire de bas extra si j'ai le goût d'avoir des bas secs durant la journée, si mes bas étaient mouillés la veille, sont encore humides. Des bas que j'utilisais aussi principalement en ville. C'est une paire de bas que je n'étais pas obligé d'avoir, mais qui apporte un petit confort supplémentaire une fois de temps en temps. C'est le fun d'avoir. Des souliers de camp que j'utilisais pas tous les jours parce que mes souliers sont très confortables. Je l'utilisais aussi en ville, des fois quand je prenais ma douche et que les douches n'étaient pas très propres, c'est de quoi que j'utilisais. Également pour me laver, j'avais ce petit linge-là. C'est de quoi que j'utilisais en ville quand ils ne fournissaient pas de serviettes dans les douches. Je pouvais me laver avec, puis après, en le tordant, m'essuyer avec. C'est pas la méthode la plus efficace, mais ça permet de se débrouiller. Et également, un dernier item que j'ai longuement hésité avant d'amener dans mon sac à dos. C'est une balle de massage, mais j'ai pas regretté parce que je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. C'est de quoi qui aide à détendre et relaxer ses muscles le soir venu. On est maintenant rendu à la catégorie nourriture. Tout d'abord, mon sac de bouffe. J'ai choisi un sac de 20 litres et c'est un sac quand même assez épais parce qu'on accroche notre bouffe aux arbres et parfois on accroche des branches. Donc, un sac trop mince, c'est plus facile à percer. D'ailleurs, ce sac-là, il commence à avoir déjà quelques petits trous. Pour accrocher notre bouffe aux arbres, une corde, un 50 pieds, je crois, de corde. J'ai choisi une corde quand même assez grosse. J'avais une corde beaucoup plus mince au début. Ça faisait mal aux mains à accrocher, ça glissait moins bien sur les branches des arbres. Un peu plus lourde, mais ça facilite la tâche. On a aussi besoin d'un mousqueton pour accrocher notre sac de nourriture. Un sac pour mettre des roches dedans, pour pouvoir nous aider à lancer la corde par-dessus une branche. Ici, c'est simplement un sac de lait que j'ai coupé en deux, permet de mettre des roches dedans, très facile, très solide. J'avais un sac spécialisé pour le faire, mais les premiers accrochages qu'on fait, on n'est pas si bon que ça. Et mon sac qui a coûté cher pour mettre des roches dedans, ben, il est en haut d'une branche en Georgie, donc une solution avec un sac de plastique, ça peut être aussi un sac Ziploc. Ça fonctionne très bien. S'il perce, on a juste à en trouver un autre. C'est facilement remplaçable. Aussi, j'ai quelques grands Ziplocs pour organiser ma nourriture dans mon sac de bouffe. Souvent, je mettais tous les déjeuners ensemble, tous les dîners ensemble, ou je faisais souvent un sac pour la nourriture pour le lendemain. Ça me permettait de pouvoir être plus rapide durant la journée quand je fouillais dans mon sac de bouffe. J'ai également ma gamelle. C'est une gamelle qui se visse. C'est encore une gamelle de Vargo. C'est la seule compagnie qui fait une gamelle qui se visse en titane. Ça me permet de pouvoir utiliser ma gamelle avec un réchaud comme cela. Et comme j'ai pas de réchaud, comme on peut voir, j'ai préféré, je faisais juste réhydrater ma bouffe durant la journée. Je faisais du riz instantané, du couscous, des ramen. Toutes des choses qui sont déjà pré-cuites, donc on peut juste les réhydrater et les manger par la suite. Je rajoutais aussi des légumes déshydratés. Donc, j'utilisais pas de réchaud, mais j'avais besoin de peut-être 1 heure pour réhydrater ma bouffe avant le souper. Donc, une gamelle qui se referme, je le mets sur le côté de mon sac à dos, ça trempe. Quand j'arrive au camp, je peux ouvrir ma gamelle et manger tout de suite. Comme ustensile, j'ai une communément appelée une spork, c'est-à-dire cuillère, fourchette en même temps, en plastique, pour pas que ça fasse oui, métal contre métal. Je pense Human Gear, Go Bite Uno, je crois. J'ai bien aimé. Il y en a qui préfèrent avoir un ustensile plus long. Moi, j'ai pas de problème avec celle-là. Très solide. Petite note par rapport aux ustensiles Light My Fire. Sont très peu chers, mais souvent ils cassent. Si on joue dans un pot de beurre de pinot qui a eu un peu froid durant la nuit, c'est facile de casser son instrument. J'ai pas eu ce problème-là avec la compagnie Human Gear. Pâte à dents, brosse à dents que je garde dans mon sac de bouffe pour pas attirer les animaux dans mon sac à dos la nuit. Vu que ça a une odeur, j'essaie de le garder dans mon sac de bouffe et non dans mon kit de premiers soins ou dans mon kit de pharmacie. Savon pour laver ma gamelle. Petite éponge à récurer que j'ai coupée pour qu'il soit plus petite. Et petit bout de chamois pour essuyer ma gamelle.
En fait, le savon, je pense que j'ai probablement utilisé seulement à peu près 2 onces de savon en 6 mois parce que je m'en servais uniquement pour laver ma gamelle et ça prend seulement une mini-goutte de savon. Donc, on n'est pas obligé beaucoup d'avoir de savon. C'est du Camsod, du savon biodégradable, non dommageable pour l'environnement. J'ai aussi un petit grattoir que je me servais pour gratter ma gamelle quand il y avait des aliments qui étaient dans le fond puis j'avais de la misère à les récupérer avec ma cuillère. Facilite le nettoyage, évidemment. Un petit couteau, ça me sert à me débrouiller si j'ai des troubles, couper de la corde, aussi couper du fromage, ouvrir des emballages. C'est pour ça que je le garde dans mon sac de bouffe parce que c'était la principale utilisation que j'avais pour mon couteau, couper des aliments. Ici, j'ai un pot de pilules. À l'intérieur, j'ai des vitamines et des oméga 3 qui ne veulent plus sortir. Ça, c'est des compléments alimentaires que je prenais. Vu qu'on mange pas toujours très bien sur le sentier, j'ai décidé de prendre des vitamines, des oméga 3 pour essayer de me garder en santé à long terme. Et finalement, pour ma petite guenille et mon petit éponge à récurer, j'ai un petit sac que j'accrochais sur mon sac à dos durant la journée pour qu'il sèche durant le jour. On est maintenant rendu à la catégorie hydration, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec l'eau. Comme système de filtration, j'ai arrêté mon choix sur le filtre Sawyer Squeeze. C'est un filtre très léger, compact, traite tout ce qui peut nous rendre malades en Amérique du Nord. C'est un filtre quand même abordable. Je crois qu'il n'est pas encore en vente dans les boutiques de plein air au Canada, mais se retrouve facilement sur Internet. Il y a une version un peu plus petite du filtre. J'ai choisi la version régulière, même si c'est un petit peu plus lourde, ça reste quand même très léger. J'ai choisi la version régulière simplement parce que le débit est de loin meilleur, donc c'est plus rapide de filtrer son eau. Comment on fait pour filtrer son eau? J'ai 2 poches d'eau. On prend l'eau non traitée, on la met dans ces poches d'eau-là. Ensuite, on visse le filtre sur le dessus. J'ai pas d'autre meilleur mot pour dire ça. On squeeze la poche. L'eau passe au travers le filtre, elle est filtrée, elle rentre dans notre bouteille d'eau, elle est prête à boire. Donc, il n'y a pas de délai pour filtrer notre eau comme les produits chimiques. J'ai également des petites pastilles de purification d'eau en backup. J'ai jamais eu à m'en servir. Le seul défaut de ce filtre-là, c'est qu'il ne doit pas geler. Quand la température approchait les 0 degrés Celsius, je le gardais dans mon manteau durant le jour. Durant la nuit, je couchais avec dans mon sleeping pour être sûr qu'il ne gèle pas, parce que s'il gèle, le filtre est rendu inefficace. Donc, il faut le jeter et en acheter un neuf. Pour m'aider à viser lorsque je filtre mon eau dans les bouteilles, j'ai rajouté une petite paille. Ça vient avec le kit de filtration. La paille est beaucoup plus longue, je l'ai raccourcie. C'est juste pour m'aider à, si je suis un peu distrait quand je filtre mon eau, que j'en envoie pas à côté. Parfois, l'eau est dans une petite flaque d'eau. C'est un peu difficile de remplir notre poche d'eau, il n'y a pas un bon débit. J'ai pris une poche plus petite du système, je l'ai coupée en 2 et ça me permet d'avoir une petite poche pour écoper de l'eau dans une petite flaque d'eau. Comme ça, peu importe la source d'eau, c'est facile de se ravitailler en eau. Pour mes bouteilles d'eau, j'ai choisi de ne pas prendre des bouteilles d'eau Nalgene. J'ai choisi des bouteilles jetables. Ici, on a une bouteille de Canada Dry. Ici, on a une bouteille de Vitamin Water. Pourquoi ne pas prendre des bouteilles Nalgene? Parce que ces bouteilles-là sont plus légères, on sauve du poids. Et la durabilité à long terme n'est pas très importante parce qu'on va en ville très souvent. Donc, si notre bouteille devient endommagée, si elle devient trop sale, on a juste à l'acheter, ou encore mieux la récupérer, et en acheter des neuves. Et j'ai ma grande bouteille d'1 litre, je mettais uniquement de l'eau. Et ma bouteille un peu plus petite, souvent je mettais des mix de limonade, des mix d'électrolytes. Donc c'était la bouteille que je mélangeais des choses au travers pour rajouter un peu de goût à mon eau. Donc la petite bouteille c'était pour les mix, la grande bouteille c'était pour l'eau pure. Et également le filtre. Quand on achète le filtre, il vient avec un kit pour le nettoyer, une seringue pour faire un backflush. Mais on peut également utiliser un petit capuchon comme ça, avec une bouteille de même qu'on remplit d'eau propre, et on est capable de faire le même effet que la seringue pour un poids et un encombrement beaucoup plus petit. Mon kit de toilette. Premièrement, j'ai un sac étanche avec mon papier de toilette et mon désinfectant à main. Ça, c'est suffisant lorsqu'il y a des bécosses. Mais par contre, des fois, il faut aller dans le bois et pour ça, il faut creuser un trou. Donc, j'ai également une pelle. J'ai commencé avec une pelle de plastique, mais j'avais toujours peur de la briser en creusant le trou. J'ai tendance à y aller assez violemment. Des fois, il y a des roches, des racines. C'est pas toujours évident. J'ai donc acheté cette pelle en titane de Vargo. Un très bon outil. Ça permet d'y aller avec beaucoup plus de force sans avoir peur de le briser. Des côtés repliés pour que ce soit confortable pour la main. On peut même y aller de même si on a besoin d'appliquer plus de force.
Et les côtés dentelés sont très efficaces pour briser les racines. Un très bon outil. On est maintenant rendu dans la catégorie de tout ce qui reste dans mon sac à dos. Ça a l'air un peu pêle-mêle, mais je vais commencer tout d'abord avec les électroniques. J'ai décidé d'amener un véritable appareil photo. Mon choix s'est arrêté sur le Panasonic LX100. Un excellent appareil, compact, excellente qualité d'image, a survécu au choc, a survécu à l'humidité, donc je peux dire que c'est un appareil qui est testé pour le sentier. Pour le protéger de la pluie, j'ai un petit sac que je mettais par-dessus lorsque je l'avais clippé sur la ganse de mon sac à dos. J'ai également un chargeur de batterie USB, les fils USB nécessaires, et je pouvais le recharger quand j'étais dans le bois grâce à ma banque de batterie ici, qui est une 10 000 mAh de la compagnie Anker. J'aurais pu avoir un modèle plus petit parce que je rechargeais également mon cellulaire avec cette banque de batterie-là et je suis jamais venu à bout de la vider. Donc, un 5000 mAh aurait été suffisant pour mes besoins. Pour mes besoins de chargement également, pour recharger ma banque de batterie en ville, pour recharger mon cellulaire, pour charger ma batterie d'appareil photo, un chargeur mural double. J'avais un meilleur modèle au début du sentier, mais il a flanché en plein milieu. C'est ce que j'ai trouvé au dépanneur. Ça faisait la job. Un peu gros, prend beaucoup de place sur une prise de courant. Des fois, ça m'a causé quelques petits problèmes, mais ça m'a jamais empêché de charger mes appareils. Lampe frontale, j'ai privilégié un modèle très simple, pas de lumière rouge, rien de mode spécial, mais il ne prend que 2 batteries AAA, donc je traîne aussi des batteries de rechange, plus léger à cause que juste 2 batteries, très simple à utiliser, on ne se mêle pas dans les 12 modes qu'il peut avoir avec, donc j'ai opté pour la simplicité pour la lampe frontale. Je ne l'utilisais pas beaucoup parce que j'aime pas faire de la randonnée quand la nuit est tombée, et au camp, souvent on peut se débrouiller avec le restant de lumière du jour, donc j'ai peut-être changé une fois les batteries dans ma lampe frontale, ce qui est assez étonnant. J'ai un peu de corde, effectuer des réparations, faire une corde à linge le soir. Ma trousse de premiers soins, principalement un peu de tape pour faire des réparations. Ce que j'utilisais beaucoup, c'était les Advil contre la douleur. J'ai une crème à cortisone pour mon eczéma. J'ai également un coupe-ongle parce que quand on part plusieurs mois, les ongles poussent puis il faut les couper un jour. Et ici, j'ai du tape de physio, du côté tape. C'est un tape très bon. Lorsqu'on a des ampoules et qu'on veut recouvrir l'ampoule pour la protéger, on peut mettre ce tape-là. C'est un tape qui colle très bien à la peau, est adapté à coller à la peau. Et aussi, si on veut se faire des tapings, si on a des douleurs, c'est le tape idéal parce que c'est du tape de physiothérapeute. Donc, ça, c'est ma solution secrète pour quand j'avais des ampoules. Ça m'a aidé. Il y en a qui utilisent du duct tape, il y en a qui utilisent différentes sortes de tape, mais moi j'étais fan de ce tape-là. OK, ensuite, notre documentation. Évidemment, mon guide de l'Appalachian Trail. Je le gardais jamais au complet. Ici, on a à peu près le dernier quart du livre. Permet de se retrouver dans la ville, permet de se retrouver sur le sentier. Un essentiel à avoir en tout temps. Mon journal, un crayon. J'ai écrit tout au long du sentier quelques pensées à chaque jour. C'est sûr que quand on arrive au camp, on est un peu épuisé, c'est pas toujours évident, mais j'ai quand même écrit à tous les jours. Portefeuille, très simple, quelques cartes, dans des étuis à cartes protégés. Une bande élastique, je mets mon argent, papier, tout ensemble, ça se tient bien et ça pèse rien en fait. Ensuite, écouteurs et téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire que je gardais souvent en mode avion. Je m'en servais durant le jour, pas pour prendre des photos, j'ai un appareil photo, mais souvent pour écouter de la musique et de la balado-diffusion. Quand on est longtemps sur le sentier, à un moment donné, notre cerveau se met à être ennuyé, donc ça nous permet de nous évader un peu. Pour moi, ça a été d'une grande aide. Il y en a qui préfèrent ne pas écouter de musique. Moi, j'ai décidé de me sortir un peu de la monotonie de randonnée à chaque jour. C'était un essentiel et évidemment que j'avais du signal cellulaire, je pouvais appeler mes proches, je pouvais aller sur Internet, régler mes comptes de carte de crédit, toutes ces choses-là. Un essentiel à avoir, ça permet de rester connecté en fait. Et aussi, évidemment, puisque j'étais à l'étranger, mon passeport. Et un dernier petit essentiel, le chasse-moustique. Je m'en suis pas servi beaucoup. J'ai pas eu l'impression d'être dans le gros des moustiques, mais quand il y en avait, ça me permettait de garder ma santé mentale. Et aussi, on peut remarquer que j'ai pas de crème solaire. J'avais de la crème solaire au début. Et quand les feuilles débordent dans les arbres, on est souvent dans le bois.
et on commence à avoir un bronzage. Donc, j'ai décidé, quand j'ai fini mon premier tube de crème solaire, de ne pas le renouveler. Je suis maintenant prêt à peser le poids de base de mon sac à dos à la fin de mon périple sur le sentier des Appalaches. Le poids de base du sac à dos, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est le poids total du matériel que l'on transporte, moins ce que l'on porte, moins l'eau que l'on apporte et moins la nourriture que l'on apporte. Donc, on est prêt pour la peser. Et le poids de base de mon sac à dos est présentement de 9,1 kg. 9,1 kg, ça équivaut aux alentours d'une vingtaine de livres. Donc, c'est un poids que je suis à l'aise de transporter. Certaines personnes décident de faire des choix pour avoir un sac à dos beaucoup plus léger. Certaines personnes préfèrent un sac à dos beaucoup plus lourd. L'équipement, c'est beaucoup des choix personnels. C'est un cheminement qu'on fait au fil du temps. C'est un cheminement selon notre confort, selon le poids qu'on veut avoir sur notre dos. Et j'espère que d'avoir fait le tour de mon sac à dos vous a donné quelques petites idées pour avoir le kit du randonneur parfait.